Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants, épouses, amis, pères et mères. Fièrement, nous répondons à l'appel du devoir. Pour que les déplacés et les réfugiés rentrent à la maison. Pour que nos enfants reprennent le chemin de l'école. Pour que jaillisse la lumière de la réconciliation entre les peuples, pour le Mali, pour la patrie. Cette voie, nous l'avons choisie, au prix de nos vies. Nous défendrons nos couleurs. Et si nous laissons derrière nous, veuves et orphelins, nous vous prions, prenez soin d'eux. Une nouvelle ère dans la fabrication de stylos au Mali. Ce vaste projet est de l'entreprise Diawara Concrète Sarlu. L'usine qui vient de voir le jour est spécialisée dans la fabrication de stylos de haute qualité. Ces stylos sont baptisés les stylos de l'AES. Immersion dans le marché des panneaux solaires. Grâce aux efforts consentis par le gouvernement malien, ces panneaux, en plus d'être plus accessibles, offrent une solution durable pour sécuriser l'approvisionnement de la population en énergie. Les détails assurent dès l'entame de ce journal. Mardi 25 février 2025. Merci de nous suivre. Bonsoir à tous. Le marché des panneaux solaires au Mali connaît une croissance remarquable stimulée par une demande accrue pour des solutions énergétiques renouvelables et durables. Grâce aux initiatives coordonnées du gouvernement et des acteurs privés, cette technologie devient progressivement plus accessible, ouvrant ainsi des perspectives prometteuses pour le développement économique et la transition énergétique du pays. Plus de détails dans ce dossier de Amadoun Diallo. Le marché des panneaux solaires au Mali connaît une croissance rapide alimentée par une demande croissante en énergie renouvelable. Nous avons rencontré Adama Malé qui a fait l'acquisition de panneaux solaires. Il nous explique les raisons de son choix d'investir dans l'énergie renouvelable. Selon lui, cet investissement répond à plusieurs besoins. C'est très bon. Mon voisin même en a un. Donc c'est lui qui m'a conseillé de le faire en fait. Ils m'ont fait une bonne remise sur les panneaux et puis leurs batteries lithium sont bons en fait. Je conseillerais tout un chacun d'utiliser les systèmes solaires. Nous avons beaucoup de soleil ici chez nous. C'est une gâchis de ne pas en profiter. Le prix est beaucoup plus abordable aujourd'hui parce qu'avant, c'était même pas imaginable à un citoyen lambda. C'était difficile de se procurer. Mais maintenant, je dirais que c'est à la portée de beaucoup de gens. Et surtout avec la sortie du président de la transition à la télé et de baisser les prix et tout, je crois que ça a beaucoup aidé et ça a encouragé les citoyens à vraiment venir vers le solaire. Par exemple, la plaque solaire, avant, les panneaux de 150, on donnait ça à 55 000. Mais maintenant, malgré la demande est élevée, mais on parvient à donner aux gens à 25 000, 20 000, peut-être au-dessous de ça. Donc le prix est très bon. Récemment, on a fait une installation chez quelqu'un. On a 8 batteries de 10 000 francs, ce qui fait 40 000 francs, plus 2 plaques solaires de 250 watts. C'est moins cher. Quelque chose de 300 000 francs, tu peux installer les plaques solaires. De nombreuses entreprises maliennes se sont lancées dans l'importation et l'installation de panneaux solaires avec des services allant de la vente de kits solaires à l'installation de centrales solaires. Les prix, disons, à un moment donné, c'était réellement abordable, mais il y a toujours des spéculations qu'on ne maîtrise pas. Et que souvent certaines spéculations à la hausse d'une façon exagérée qui ne s'expliquent pas, mais c'est le marché face à certaines insuffisances de suivi ou de maîtrise et que beaucoup de personnes ou d'entités se sont retrouvées, se sont reconverties dans le domaine, c'est qu'on n'a pas une maîtrise totale
et que les prix réellement sont très volatiles. Ça fait des années que nous sommes dans ce domaine. Le prix avant par rapport au prix du marché actuel, c'est vraiment différent. Parce qu'avant, on avait des panneaux 550 qu'on vendait à environ 150 000. Et actuellement, avec on va dire, le mélange sur le marché, on va dire qu'il y a beaucoup d'acteurs qui se sont convertis dans ce domaine. Donc ça a fait que la demande est devenue forte et que les coûts ont baissé. Au début, les gens hésitaient, mais maintenant, avec l'avancée de la technologie, des bons techniciens, des installateurs et les matériels, les lithium surtout, c'est l'expansion. Compte tenu de l'abondance des panneaux solaires sur le marché, il est fortement recommandé aux consommateurs de faire appel à des services spécialisés. Aujourd'hui, quand un citoyen décide d'avoir un système solaire chez lui, c'est qu'il y a un besoin. Et ce besoin qui est réel, et s'il veut le faire, il va aller puiser dans ses dernières économies pour pouvoir le faire. Donc, il est bon pour lui de voir en face les équipements qui sont là, de solliciter toujours le service d'un technicien ou d'une entité qui est spécialisée dans le domaine pour ne pas se faire avoir. Nous proposons deux gammes de garanties, on va dire. Nous avons la garantie sur l'installation et nous avons la garantie sur les équipements. Donc j'explique, une fois que c'est nous qui installons le système chez le client, automatiquement le client bénéficiera d'une année de garantie sur l'installation. C'est-à-dire, à chaque fois que le client a un souci avec son système, il fait appel à notre service après-vente qui va trouver rapidement une solution pour pouvoir régler ce problème. Maintenant, une fois une année, on va dire, écoulée, la garantie sur l'installation va prendre fin. Maintenant, la garantie sur les équipements vont continuer. Mais ça a quand même un coût. Le coût, il est assez élevé au départ. Mais quand je pense au montant qu'on mettait dans le carburant pendant le mois, je trouve qu'en moins de 2 ans, on peut amortir les investissements qu'on aura fait sur les panneaux. Et surtout, ça aide sur la facture, et sur la facture mensuelle aussi. Une bonne installation, ça fait économiser dans ce sens-là. Bien que les coûts des panneaux solaires aient diminué au fil des ans, l'investissement initial reste élevé pour une partie de la population malienne. C'est pourquoi le gouvernement et ses partenaires ont entrepris des actions importantes pour développer l'utilisation de l'énergie solaire. Ces initiatives ont pour objectif d'assurer une meilleure couverture énergétique et d'améliorer l'accès à l'électricité. Les objectifs du gouvernement du Mali en matière d'énergie renouvelable se résument en 2 points. Le premier point concerne l'accroissement significatif de la part des énergies renouvelables dans les mix énergétiques du Mali pour inverser la tendance actuelle. Et le deuxième point, c'est d'accélérer la transition énergétique, c'est-à-dire passer du thermique aux énergies renouvelables, ceci par la mise en œuvre de projets d'énergie renouvelable, tels que les centrales solaires, les centrales éoliennes et les centrales hydroélectriques. Le marché des panneaux solaires au Mali présente un fort potentiel avec des avantages évidents pour la croissance économique. Les investissements dans ce secteur pourraient transformer l'approvisionnement en énergie du pays tout en contribuant à l'atteinte des objectifs de développement. Lancement officiel de l'unité de production des stylos de l'AES. C'est une initiative de Diawara Concrète Salut, une entreprise malienne devenue un symbole d'innovation. Ce projet ambitieux de développement économique et industriel au sein de l'espace AES vise à promouvoir un avenir radieux pour nos nations. Reportage Aïssata Traori. L'Alliance des États du Sahel, une vision des autorités mais aussi de la population, et cela vient de se concrétiser ici au Mali par la création d'une unité de production de stylos dénommée Stylo de l'AES. C'est une initiative de Diawara Concrète dont le but de favoriser l'intégration et créer de l'emploi. Nous voulons à travers notre société Diawara Concrète lancer cette unité de production pour soutenir cette dynamique qui a été entreprise par nos différents États, à savoir le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Et pour accompagner cela, les idées ne suffisent pas, il faut des actions qui peuvent également améliorer la vie de nos citoyens. Le stylo de l'AES est le symbole de la souveraineté de nos États, de la fraternité, de l'unité. C'est une unité d'assemblage des stylos. Donc nous sommes la première au Mali. Nous avons une très grande capacité de production. Donc en moyenne, c'est 70 stylos par minute. Nous avons une capacité moyenne par mois
à peu près 1660 cartons. Ça, c'est la production d'une seule machine. Nous avons 4 machines. Le stylo de la paix contribue à la modernisation de notre économie et de notre industrie, d'où l'adhésion des autorités à cette initiative. Le plus souvent, quand nous avons des produits, notre souci, je dirais le souci de notre ministre, c'est d'abord la qualité. Est-ce que le produit est de qualité? Est-ce que ça va satisfaire les besoins de la population? Il insiste beaucoup sur les besoins de la population. Il regarde aussi le prix. Je peux vous rassurer que depuis que j'ai commencé à utiliser, et mes collaborateurs, c'est seulement la satisfaction totale. C'est à saluer, puisque déjà ça prouve qu'on fait un pas vers l'autonomisation, ce qui nous manquait depuis notre indépendance, et c'est vraiment salutaire. Ça prouve que l'AES n'est pas uniquement politique, c'est aussi industriel et économique. Les initiateurs souhaitent que ce stylo contribue à écrire les sacrifices consentis par nos peuples pour leur souveraineté. Il sera disponible dans les pays de l'espace AES à 50 francs CFA. Rendons-nous à présent au Burkina Faso. Le Front africain pour la culture a organisé en partenariat avec la direction générale du FESPACO une table ronde sous le thème « Quels mécanismes innovants et créatifs pour la résilience et le financement des industries culturelles et créatives en Afrique ?» Ce panel regroupe les acteurs de la culture et du financement des œuvres artistiques. Le récit de nos envoyés spéciaux à Ouagadougou, Cheikh Oumar Kamara, Mamadou Sidibé et Abdoulaye Diop. Cette table ronde des experts de la finance et les acteurs de la culture a pour objectif de remédier aux problématiques du mécanisme de financement des œuvres artistiques, un cadre de concertation et de partage d'expériences pour un soutien fort en faveur de la créativité, un défi majeur à relever pour la promotion de la culture en Afrique. Nous organisons cette table ronde pour avoir des moments d'échange avec vraiment les parties prenantes, c'est-à-dire les artistes, les acteurs culturels, les entrepreneurs, aussi les partenaires techniques et aussi avec d'autres partenaires du mécanisme de financement pour nous permettre d'avoir des moments d'échange, de donner des recevoirs qui permettent de part et d'autre de se nourrir, d'en tenir compte des besoins réels des acteurs pour davantage améliorer l'offre que nous faisons par rapport à travers nos différents mécanismes. Alors, en tant que mécanisme de financement national au niveau du Burkina Faso, nous avons été conviés pour prendre part à ce panel. Et le thème central, c'était de réfléchir ensemble sur le mécanisme de financement résilient et innovant pour les industries culturelles et créatives en Afrique. Pour le cas spécifique du Burkina, nous avons privilégié la mise en place d'un fonds national de financement de la culture. Et cette occasion nous a permis de réfléchir ensemble sur les mécanismes de financement innovants qui puissent permettre aux acteurs d'avoir encore plus de financement au regard donc du potentiel de création qu'on a. Ce panel a permis de faire un plaidoyer auprès des États africains en faveur du financement des œuvres artistiques. La nécessité d'un partenariat fort avec les institutions et les défis sur le plan numérique ont été évoqués. Les participants et experts ont également échangé sur les mesures prises par les pays de l'AES pour financer le secteur de la culture. Quand un autre peuple vient financer votre culture, ils ont le droit de regarder là-dessus. Donc c'est pour ça que la culture n'arrivait pas à atteindre un certain niveau justement en fait. Mais puisqu'on a pris cette décision et avec les ministres même du Sahel, on a pu élaborer une politique culturelle en fait. Il suffit qu'on mette en œuvre tout ce qui a été dit et qui ont été réfléchis par les acteurs culturels et les artistes eux-mêmes pour qu'on puisse financer cette culture et nous développer. C'est comme ça, on n'invente pas la roue. Dans les pays les plus développés, c'est le système qui est mis en place pour pouvoir financer de façon locale et endogène la création artistique et le développement du secteur de la culture en fait. Tous les problèmes qu'on a aujourd'hui dans le Sahel, moi je dirais à 80% ou à 90% un problème culturel. Parce que c'est beaucoup plus un monde culturel d'ailleurs qui est en train de s'imposer dans notre culture. Donc la culture, elle est aussi importante. Donc je pense que l'homme existe parce que on est culturellement fort. Le Fonds africain pour la culture a été créé en 1998. Il finance les projets innovants afin de contribuer à la rédaction et à l'établissement de nouveaux récits des changements sociopositifs en Afrique.
FESPACO 2025, c'est aussi une opportunité d'affaires. La ferveur populaire de cet événement culturel favorise certaines activités lucratives comme le transport et la restauration. Un véritable business culturel tout au long de ce forum culturel. Nous le trouvons à Ouagadougou, Cheikh Oumar Kamara, Mamadou Sidibé et Abdoulaye Diop. FESPACO 2025 à Ouagadougou. Ce festival annuel du cinéma est aussi un centre d'affaires avec beaucoup d'activités économiques qui se développent autour. L'impact se fait énormément sentir sur des secteurs comme par exemple le transport et la restauration, sans oublier les petits commerces très sollicités par les participants. En cette période de forte demande, beaucoup se frottent les mains et la satisfaction se lit sur le visage de ceux qui font des bénéfices et qui voient leur chiffre d'affaires augmenter. Bon, pour le moment, Dieu merci, ça va, on s'en sort. D'ici là, ça va augmenter parce que les étrangers ne font quoi venir. En tout cas, que Dieu les protège, que Dieu amène la paix au Burkina Faso, que c'est compris, et puis pour l'Afrique en général. Depuis le début, moi je vends des ballons, des bracelets, des chapeaux, mais ça va, le marché est bon quoi. On espère que ça soit comme ça jusqu'à la fin. On est fiers de venir ici, la sécurité est bien, tout va bien, donc on les remercie beaucoup, merci. Le marché ça passe bien, comme ça j'ai déjà réussi 1000 francs, Dieu merci, vraiment. Et je me comporte bien. Oui, c'est un grand business. Je vends la viande de pintage, poule et merguez, saucisses et alocos, pommes frites. Et on ne se plaint pas. Ça se passe bien. Si certains se réjouissent de la bonne affaire qu'ils réalisent, ce n'est pas le cas pour d'autres qui parlent plutôt de morosité du marché pour le moment. Ils gardent cependant l'espoir d'un lendemain meilleur. Ainsi, certains ne manquent pas d'approche marketing pour attirer les clients comme c'est le cas ici avec une politique de dégustation. Donc ici sur notre stand, on a plusieurs produits qu'on expose. Et aussi on organise une dégustation gratuite pour les festivaliers qui passent sur notre stand. Peuvent venir déguster notre lait gratuitement et connaître le goût. On rend grâce à Dieu. Et le marché cette année c'est mollo mollo. Mais j'espère que comme c'est le début, les gens commencent à venir mollo mollo. Donc peut-être dans ces 2 jours-là, à la terminaison, là, les gens vont venir beaucoup. En tout cas, on dit Dieu merci. La forte affluence au FESPACO fait circuler l'argent à Ouagadougou où festivaliers du cinéma et prestataires de services trouvent bien leur compte. Et c'est là pour bon compte. En prélude à la célébration du 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, la 7e édition de la Nuit des femmes battantes et combattantes a réuni une vingtaine de participantes, toutes venues honorer l'excellence et la persévérance. Objectif, reconnaître et récompenser les femmes qui se sont distinguées par leur travail, leur créativité ou encore leur dévouement au cours de l'année 2024. Retour sur l'événement avec Sékou Touré et Yaladi Diakité. Cette cérémonie de remise des trophées en l'honneur des femmes battantes et combattantes s'inscrit dans le cadre de la célébration du 8 mars, coïncidant avec la Journée internationale des droits des femmes. Cet événement vise à mettre en lumière les talents et les réalisations exceptionnelles de ces femmes dans divers secteurs d'activité. J'étais toujours avec les femmes et je me suis dit que la Journée internationale des femmes, ça ne se limite pas seulement à COFET. Donc je me suis dit qu'on va plus valoriser les femmes et à leur décerner des prix, voilà, les femmes battantes et combattantes. Venue du Burkina Faso, pays des hommes intègres, Joséphine Traoré, une femme exemplaire et déterminée, a été honorée lors de cet événement. Ça fait très chaud au cœur et ça me pousse à aller plus de l'avant. Je dédie ce prix aux 3 présidents de l'AES qui ont donné une place de choix à la femme dans leur bataille et qu'ils soient rassurés que les femmes aussi, que nous sommes aussi derrière eux. En magnifiant leur parcours, cette cérémonie souligne l'importance de la reconnaissance des femmes qui, par leur persévérance et leur détermination, jouent un rôle crucial dans le développement économique, social et culturel. Et c'est avec une profonde gratitude que je reçois ces cadeaux, ces trophées, et qui n'est pas seulement pour moi, mais pour toutes les femmes, précisément les femmes du Mali. Ça me va vraiment droit au cœur et puis ça me fortifie une fois de plus et ça me donne encore envie de persévérer
et encore dans tout ce que je fais. Le développement d'un État se trouve sous les pieds des femmes. Si les femmes sont développées, c'est la famille qui est développée, la société ainsi que l'État. Je dédie ce trophée à ma mère, puisque c'est dans le cadre de 8 mars. Donc je salue Dafedje et toute l'équipe d'avoir organisé un événement vraiment spécial. Des remises, des récompenses et des performances artistiques ont animé la soirée, créant une ambiance à la fois solennelle et festive. Projection grand public vendredi dernier au CICB des épisodes 31 et 32, les derniers de la série Le goût des sentiments. Les passionnés ont répondu massivement présents pour assister à cette série qui plonge dans le kaléidoscope des sentiments amoureux à travers plusieurs couples à différents stades de leur relation. Je vous propose de suivre le reportage. Le goût des sentiments entre amour et trahison, regret et tristesse, cette série de 32 épisodes relate l'histoire romantique et parfois tragique à travers plusieurs couples. L'amour dans toutes ses couleurs où des couples se retrouvent le plus souvent dans des situations complexes, d'où la prise d'une décision radicale qui peut parfois tout changer. Une œuvre d'une beauté fulgurante portée par 2 réalisateurs. C'est une série vraiment basée sur l'actualité et puis sur l'héritage aussi. Tout n'est pas argent. La vie même, c'est-à-dire à force de chercher l'argent, tu te fais de mal. Donc la bonne collaboration, les relations, sont plus forts que l'argent. C'est le côté message. Place à la surprise de la soirée. Telle une météorite venue d'une autre galaxie, ces 2 derniers épisodes ne ressemblent à rien de déjà vu. Alors, le personnage de Hamidou est un jeune homme déjà, qui avait eu des problèmes avec ses parents au départ. Donc souvent, ils sont obligés vraiment de quitter le nid pour aller se préparer ailleurs et revenir. Donc j'ai été obligé au départ de vraiment laisser ma famille après le décès des parents extérieurs là. J'ai vraiment galéré là-bas pour réussir et quand j'ai réussi, après je suis tombé amoureux d'une femme. Donc malheureusement le début n'a pas été du tout facile, mais bon. Dans la série, moi je suis la copine de Lika. Donc au début, j'avais beaucoup de difficultés, donc au fur et à mesure, alhamdoulilah. Pour incarner cette émotion à l'état pur, la série a fait appel à d'autres acteurs de la sous-région. Mon personnage incarne un gars qui est très riche, qui est très arrogant, très hautain, mais malheureusement il ne connaît pas l'amour, il n'a jamais eu ce ressenti de t'aimer et de connaître le véritable amour. C'était une première parce que déjà, j'ai jamais voyager dans la sous-région pour incarner un personnage et sortir de mon zone de confort. Donc ça a été vraiment un défi pour moi. Dans cette série, les amoureux sont tiraillés entre leur ressenti émotionnel et l'envie de bien réussir leur vie. Ils ne souhaitent pas renoncer à l'amour et c'est d'ailleurs l'amour qui triomphera. Tout cela sous les yeux ébahis d'un public sorti nombreux. J'aime énormément cette série. J'aimerais que les organisateurs continuent à aller dans le même sens pour donner du tonus aux séries maliennes. On retrouve toutes nos réalités dans cette série. Ça parle d'amour, de trahison, mais aussi de déception. Et c'est ce qui la rend encore plus intéressante. Franchement, ces différentes histoires laissent entendre que l'amour s'apprivoise et alors qu'il se doit d'être conventionnel, qu'il peut aussi changer, se transformer, disparaître ou subitement revenir avec des nouveaux sentiments. Le Mali regorge de talents sportifs, en témoignent les nombreux trophées remportés par nos sélections de jeunes. Ainsi, notre compatriote Khadija Kounaté, ancienne sportive résidant au Japon, a organisé un camp de détection de talents pour jeunes footballeurs et basketteurs. Objectif, ouvrir des perspectives de contrats professionnels. Moussa Diabati.
80 jeunes ont pris part à ces camps de détection des talents sportifs, dont Kadidja Konaté a mis l'accent sur les disciplines phares du sport malien, le football et le basketball, afin d'aider les jeunes athlètes en quête d'opportunités. Tous, joueurs et joueuses, étaient motivés pour saisir cette chance précieuse. Je remercie tous les membres de Adu Sport. Je suis vraiment contente pour cette initiative, car ça renforce nos compétences. Je suis prête à jouer dans le haut niveau pour moi et pour le Mali. Je trouve cette détection de talent très intéressante par rapport à nous les jeunes au Mali. En fait, c'est pour valoriser le sport au Mali toujours. Kadidja Konaté est une ancienne joueuse de basketball résidant au Japon. C'est cette passion pour le sport qui l'a motivée à organiser ces camps de détection selon ses propos. Auparavant, les sportifs maliens avaient des difficultés au Japon et je venais au secours de nombreux jeunes. Du coup, j'ai donc décidé de m'intéresser encore plus à mes compatriotes vu que je maîtrise les deux langues, le japonais et le bambara, pour ainsi faciliter leur intégration et aussi les aider dans leur carrière professionnelle au Japon. L'initiative est soutenue par l'ambassade du Japon au Mali. C'est pour donner aux jeunes sportifs maliens la chance de jouer le sport au Japon. Et si vous êtes compétente, vous allez avoir la chance. Les jeunes joueurs et joueuses ont eu l'occasion de démontrer leurs compétences devant les administrateurs et encadreurs sportifs. Vraiment, c'est une opportunité pour les enfants de s'exprimer, pour peut-être aller à l'extérieur. Moi, je pense que c'est vraiment c'est précieux, en même temps c'est salutaire. Aujourd'hui, la population malienne est relativement jeune et surtout dans le domaine du sport. On regorge énormément de talents, des talents qui sont là, qui sont un peu mal vus. Et si aujourd'hui on a cette occasion avec une ancienne basketteuse qui est au Japon, qui sollicite à amener certains jeunes, à faire une détection de jeunes talents et à les faire propulser, c'est quelque chose de salutaire. Au-delà de la simple détection, ces camps représentent un cadre propice à l'épanouissement de la jeunesse malienne. Il est certain que les idées de ces genres auront forcément un impact positif sur le sport malien dans les années à venir. Ceci met donc un terme à cette édition. Merci à vous de nous suivre. Très bonne suite de nos programmes.